C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Diego Maradona qui tire sa révérence. La star planétaire du football est décédé à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Quel souvenir a-t-il laissé chez les fans de football au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun? L'ancien international camerounais Joseph-Antoine Bell sera notre invité dans ce journal. Et puis les réactions aussi dans un instant. Fin de l'ultimatum en Éthiopie. Les rebelles tigréens avaient jusqu'à ce mercredi pour déposer les armes et se rendre au pouvoir central. Un ultimatum aussitôt rejeté par les séparatistes. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait prévenu que si l'ultimatum n'était pas respecté, l'armée éthiopienne lancerait l'assaut final. On sera à Addis Abeba dans ce journal. Enfin, nous irons en République du Congo où le gouvernement a lancé ce mercredi une consultation politique avec des acteurs de l'opposition. L'objectif étant de créer un climat apaisé avant la tenue de la présidentielle de 2021. La correspondance à Brazzaville dans un instant. La légende du football Diego Maradona est décédé ce mercredi. Il laisse derrière lui le souvenir d'un joueur exceptionnel. Le gamin en or a également laissé derrière lui sa réputation sulfureuse. Quel souvenir a-t-il laissé sur le continent? Tour d'horizon des réactions au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'est vraiment avec une grande consternation qu'on apprend le décès de ce grand du football mondial, Diego Maradona. On s'en souvient encore depuis on est tout petit. C'est quelqu'un qui a marqué le football mondial quand même. Donc apprendre son décès, vraiment nous sommes vraiment consternés. Vraiment ça fait mal, parce que Diego Maradona c'est comme un dieu du football, pour moi quoi. Parce que quand tu le vois jouer, même toi tu as envie de jouer. Donc il y a certains même joueurs qui veulent ressembler à Diego Maradona. Donc vraiment c'est un coup dur. Hein. Quand on était petit, on s'y référait à lui, tout le monde disait qu'on voulait être un attaquant pour être comme Maradona parce qu'il a marqué. Quand on regarde ce qu'il a fait pour le monde footballistique, on ne peut qu'être déçu parce que c'est vraiment triste pour nous. C'est le plus grand joueur de l'histoire. C'est le plus grand joueur de l'histoire. On ne peut pas passer par autre chose. Mais si on dit Pelé avec ses buts, on peut discuter un peu, mais Maradona c'est quelque chose d'autre, c'est du génie. Le souvenir que j'ai gardé de Diego Armando Maradona, c'est un souvenir que nous ne pouvons pas oublier. Parce que le Cameroun, qui devait affronter l'Argentine, seulement quand les deux équipes se sont présentées au stade, Diego Armando a commencé à jongler le ballon des pieds, la poitrine, les oreilles. Nous tous, on était déjà perdus. Des joueurs d'exception comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il a marqué son époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des garçons comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Peut-être, pourquoi pas, Mbappé, qui est quand même la jeune génération et qui nous montre de bonnes choses. Mais pour moi, il n'a pas encore de remplaçant. Je vous propose d'écouter Bertin Ebouélé, ancien international camerounais qui l'a côtoyé, interrogé par nos équipes. C'est une légende du football mondial et nous pensons que c'est une grosse perte pour le mouvement sportif. Rencontrer cette icône sur un stade de football, c'est quelque chose de merveilleux. Et amateurs que nous étions à cette époque, vraiment quelle joie immense d'être à côté de cette icône que nous avons vue au Mondial 86 faire des prouesses et que 4 ans après nous soyons face à lui. C'est une richesse mondiale, déjà par son talent inouï. Et je crois que jusqu'à présent, il y a beaucoup de jeunes qui, à travers les vidéos de Diego Maradona, essayent vraiment encore de copier son style. Lorsque nous l'avons affronté au Mondial 90, c'est un joueur qui est éblouissant de puissance et je crois qu'il fallait être très courageux pour essayer d'être à ses côtés, ne pas le laisser prendre de l'espace parce que dans notre stratégie aussi, c'était de ça qu'il s'agissait. Et vous l'avez entendu, les fans et les anciens joueurs et les fans de football au Cameroun n'ont sûrement jamais oublié le match de Coupe du Monde en 1990 en Italie qui a opposé les Lions indomptables à l'Argentine de Diego Maradona. L'ancien international camerounais Joseph-Antoine Bell est notre invité ce soir. Merci infiniment de réagir sur notre antenne. Je le disais, vous avez côtoyé Diego Maradona, au moins sur le terrain, et vous l'avez même battu, puisque votre équipe a remporté cette rencontre de Coupe du Monde face à l'Argentine de Diego Maradona en 1990 en Italie, 1-0. Quel souvenir en gardez-vous? Mais Diego Maradona était simplement le football à cette époque-là. C'était un joueur que
les partenaires admiraient, les adversaires tenaient à se hisser à son niveau, mais admiraient toujours autant avant, pendant et après le match. C'était un garçon exceptionnel, exceptionnel par son talent, par sa vision du jeu, par sa compréhension du jeu. C'était une époque où on pensait encore qu'on pouvait opposer la technique au physique. Or, Maradona avait bien compris qu'on exprime sa technique totalement que si on est bien physiquement. Donc, avant une Coupe du Monde, pour ceux qui savaient regarder, on voyait qu'il était affûté et c'est pour cela qu'il réussissait cette Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui vous reste en souvenir de ce match? Mais au-delà de ce match, je crois qu'il faut dire une chose. Diego Maradona a vraiment beaucoup apporté au football, directement et indirectement. Vous avez entendu tout à l'heure mon partenaire Bertin Ebouele dire que les Camerounais avaient utilisé tous les moyens pour arrêter Diego Maradona. C'est vrai, on avait utilisé tous les moyens pour qu'il s'exprime le moins possible. Et ce que nous ne savons pas, c'est que grâce à ce match, le football est ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est à la suite de la Coupe du Monde 90 que la FIFA a mis en place la Task Force 2000 à laquelle j'ai eu l'honneur et le plaisir de contribuer pour changer les règles du foot. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que les règles étaient différentes. Donc à l'époque, avec ce match, la FIFA a fini par se décider à empoigner le mal. Donc, on n'a pas supprimé, mais on a sanctionné sévèrement le tacle par derrière, les actes d'anti-jeu, le carton rouge direct, parce que tous les moyens avaient été utilisés pour arrêter Diego Maradona. Et par la suite, à la fin de sa carrière, ça aussi, les footballeurs ne le savent pas assez, il n'avait pas de syndicat. La FIFA n'avait pas reconnu de syndicat jusque-là. Et à la fin de la carrière de Maradona, avec tout ce qu'il avait connu, il avait estimé que le football ne l'avait pas suffisamment protégé, qu'il était devenu celui qu'on connaissait dans les faits divers parce que le football ne l'avait pas protégé. Il y jouait depuis l'enfance et donc il a voulu créer un syndicat de footballeurs. Je me rappelle de ce match que nous avons joué en Espagne avec lui, avec Luis Fernandez, avec Eric Cantona, avec Roger Mila. On voulait créer un syndicat, mais je crois que la FIFA a pris peur de ce syndicat qui venait plus en révolution et a fini par accepter la FIFPro de l'avocat Jacques Bertrand qu'elle ne voulait pas régulariser et reconnaître depuis longtemps. Donc, je crois qu'on lui doit vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez justement, vous parlez de ces faits divers qui ont marqué aussi Diego Maradona, qui nous rappelle aussi, dont on se souvient de Diego Maradona. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui restera ou qu'on oubliera très vite toutes ces histoires et qu'on se souviendra surtout du talent exceptionnel du footballeur? Mais précisément, on n'en parle presque jamais, on le sait. Mais vous savez, ça nous prouve que quand vous avez maîtrisé un art, que vous vous êtes exprimé au plus haut niveau, on vous pardonne le reste et la lumière de ce que vous savez faire éblouit et occulte complètement les défauts que vous pouvez avoir. Et ça a été vrai avec Maradona, ça a été vrai avec Mozart et d'autres. Donc, je crois que quand on dit Maradona, on pense au foot. Est-ce qu'il a laissé... Est-ce qu'il a laissé un héritage? Est-ce qu'il y a une école Maradona aujourd'hui, et précisément en Afrique, sur le continent? Non, Maradona ne s'adressait pas aux uns sans s'adresser aux autres. Maradona s'adressait à tous ceux qui aiment le foot, et tous ceux qui aimaient le foot à l'époque de Maradona et qui le regardent encore aujourd'hui adorent Messi. Et donc, oui, Maradona a laissé un héritage qui est celui du talent, celui de gens qui pensent à faire plaisir, à donner du plaisir et à provoquer de l'émotion chez les spectateurs. C'est grâce à cela qu'on remplit les stades, c'est grâce à cela qu'il y a la télé. Et donc, on a besoin de ces joueurs-là et c'est ce que la FIFA, pourquoi elle a changé les règles ou modifié, amélioré les règles pour protéger des joueurs de pourrait plutôt faire valoir que la virilité
voir la brutalité. Alors, dernière question, si en un mot vous devriez décrire Diego Maradona, quel serait ce mot? Le football. Je dirais. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On a des petits problèmes de liaison. Merci beaucoup. C'était de toute façon la fin de cette interview, de cet entretien de Joseph-Antoine Bell, ancien international camerounais, ancien équipier des Lions indomptables. On le remercie de nous avoir donné ses impressions sur Diego Maradona et d'avoir donné sa réaction à la mort de cette star du football planétaire. C'est ce mercredi que prend fin l'ultimatum lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed aux rebelles tigréens. Les séparatistes l'avaient aussitôt rejeté. Un ultimatum de 72 heures avant de lancer l'assaut final sur Mekele, la capitale de la région rebelle. On fait le point avec notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert Niculescu. Les forces tigréennes avaient jusqu'à mercredi soir pour se rendre avant que les forces gouvernementales ne commencent à attaquer la ville de Mekele, la capitale régionale du Tigré, où habitent environ 500 000 personnes. Il n'est pas clair pour l'instant si les forces fédérales ont réellement encerclé la ville de Mekele comme il était indiqué, ni quand exactement cette attaque sera lancée. Le gouvernement affirme que des soldats tigréens ont déjà commencé à se rendre, une affirmation démentie par le leader du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, qui assure que les Tigréens vont continuer à se battre et que son peuple est prêt à mourir pour le droit d'administrer sa propre région. Les organisations des droits de l'homme se disent inquiètes face à l'intention du gouvernement de cibler la ville de Mekele. Elles estiment que cibler les populations civiles serait contraire au droit international. Toutes les tentatives de médiation dans ce conflit qui dure depuis déjà 3 semaines ont pour l'instant échoué. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed refuse toujours de négocier avec le TPLF. Il accuse les leaders tigréens de vouloir internationaliser ce conflit et a appelé la communauté internationale à respecter le principe de non-ingérence. Moins de 4 mois avant l'élection présidentielle en République du Congo, le gouvernement lance une consultation politique avec les acteurs de l'opposition dans la ville de Madingu. Après un référendum mouvementé en 2015 et une présidentielle marquée par la contestation et des violences en 2016, le gouvernement veut s'assurer que la prochaine élection se déroule dans un contexte apaisé et crédible. La correspondance à Brazzaville de Rosie Piotte. Ils sont 147 représentants politiques au total à prendre part à la concertation politique des Madingu. Le Parti congolais du travail au pouvoir s'est taillé la part du lion avec le plus grand nombre de représentants, suivi de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, la première force de l'opposition. L'objectif annoncé est de préparer la prochaine élection présidentielle prévue en mars et de s'assurer qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Mais cette rencontre n'est fait pas l'unanimité et certains opposants n'ont pas été invités. D'autres, comme Mathias Ntan, candidat à la prochaine présidentielle, estime qu'elle ne suffira pas à sortir le pays du cycle récurrent des violences électorales. Il faut, dans un premier temps, apaiser le climat politique, sortir tous les prisonniers politiques de la prison. Et dans un deuxième temps, refonder en profondeur la gouvernance électorale. Le corps électoral qui est en ce moment en cours, c'est un faux corps électoral, il n'est pas bon. La loi électorale est unique. La commission électorale est totalement partisane. Si ces points ne sont pas à l'ordre du jour, vous verrez que ça ne donnera aucun résultat pour notre pays et on reviendra à la carte départ. Le gouvernement, de son côté, assure que Madingu permettra des réelles avancées. La concertation de Madingu, c'est un échange sur les points de vue des uns et des autres, avec la balle qui revient dans le camp du gouvernement, qui, avec les différents organes qui sont compétents pour ce faire, va intégrer plus ou moins les conclusions pertinentes qui vont ressortir de cette concertation. La consultation politique des Madingu dure 2 jours et prendra fin vendredi 27 novembre. En Algérie, le militant Yassine Mebarki a été condamné à 1 an de prison ferme en appel pour offense à l'islam. Une peine réduite après s'être vu infliger 10 ans d'emprisonnement en première instance. Selon le décompte de la Ligue algérienne des droits de l'homme, plus de 80 détenus d'opinion croupissent en prison, dont notre confrère Khaled Rarni, condamné à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. La démission de Pierre Bouyoya de son poste d'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. L'ancien président du Burundi a justifié son départ par les procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué au Burundi. Il a affirmé qu'il ne souhaitait pas que sa situation ne gêne l'Union africaine et soit source de problèmes. Fin de citation.
Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Nos journalistes nous entraînent au cœur de la forêt amazonienne, dans le village de Cacao, peuplé par les Mongs. Ici, on a trouvé notre terre, donc la Guyane française. À leur arrivée, il n'y avait rien. Ils ont tout construit. Routes, écoles, habitations, cultures agricoles. Ils nous font vivre la Guyane avec leurs plantations, avec leurs légumes, ce qui reste très important pour nous. Les Mongs, supplétifs de l'armée française lors de la guerre d'Indochine, semblent avoir réussi leur intégration au sein de la société guyanaise multiethnique. Mais 40 ans plus tard, qu'en est-il réellement ? Partez à la découverte de ce peuple de réfugiés, devenu indispensable à leur terre d'adoption, dans Billets Retour. À voir sur France 24 et France24.com.